Sous le volcan de Songandi, une annonce brutale renverse l'équilibre national. Près de 500 millions de carats sont évoqués, et l'hypothèse d'un revenu public décuplé en 5 ans attire déjà intérêt, rivalité et pression. Mais que devient la vie quotidienne si Ibrahim Traoré tranche trop vite ou trop tard face à cette promesse qui déplace soudain toutes les attentes, et si le vrai basculement était écologique, jusqu'à 40% de biodiversité locale menacée dès que l'exploitation s'emballe? Ce récit promet une lecture claire, sans emphase, d'un dilemme rarement aussi dense. Comment transformer une découverte spectaculaire en bénéfice collectif mesurable sans déclencher les dérives classiques associées aux ressources soudaines? L'objectif est simple: comprendre ce qui change concrètement pour la sécurité, les revenus et la stabilité quotidienne. Sangandi ne vaut pas seulement par son volume supposé, mais par l'architecture de décision qu'il impose à un État déjà sous tension structurelle. L'enjeu ne se limite pas à l'économie. Il touche à la confiance institutionnelle, à la capacité de contrôler le tempo et à la souveraineté face aux pressions extérieures. Chaque option comporte des coûts invisibles, sociaux, environnementaux, diplomatiques, parfois irréversibles. La suite avance avec une règle stricte: ne pas inventer, ne pas enjoliver et ne tirer que des conséquences raisonnables à partir des éléments disponibles. Un détail, souvent négligé dans les annonces de ce type, deviendra le fil conducteur de l'analyse. Près de 500 millions de carats. Ce chiffre, issu des premières analyses satellitaires, change immédiatement la nature du dossier. Validé par plusieurs institutions scientifiques, il transforme une hypothèse géologique en enjeu stratégique et place le Burkina Faso sous un projecteur inhabituel. La mini-révélation n'est donc pas seulement la masse annoncée, mais la vitesse à laquelle elle requalifie le pays. Avant Songandi, l'économie évoluait dans un cadre de rareté où la prudence budgétaire dominait. Après la confirmation, l'horizon se dilate d'un coup. Ce qui était périphérique devient central, et ce qui relevait d'un travail d'ingénieur bascule en affaire d'État. Les équipes locales, confrontées à des interférences jugées d'abord techniques, comprennent progressivement, avec l'appui de spécialistes chinois, qu'il s'agit d'une formation diamantifère exceptionnelle, non d'une anomalie instrumentale. Cette bascule technique précède de peu une bascule politique. En quelques jours, des notes circulent dans les canaux diplomatiques, des demandes de briefing se multiplient, et Ouagadougou, longtemps marginal dans les discussions minières mondiales, devient un point focal au Sahel. Le changement de statut ne s'opère pas dans le vide. Il se greffe sur des fragilités structurelles déjà présentes, comme la pauvreté persistante, les tensions politiques et des vulnérabilités institutionnelles. L'abondance potentielle agit alors comme un amplificateur. Elle peut accélérer une trajectoire de transformation, mais aussi ouvrir la porte à des rivalités internes et à des appétits extérieurs. C'est à ce moment précis qu'intervient Ibrahim Traoré. Plutôt que de répondre par un geste immédiat, il temporise et installe une commission nationale chargée d'évaluer les implications économiques, sociales et environnementales. Cette décision vise à reprendre le contrôle du tempo au moment même où le récit médiatique s'emballe. La découverte cesse d'être une promesse brute. Elle devient un objet de débat structuré, sous contrainte de méthode. Dans l'ombre des chiffres, un rôle discret devient décisif, celui des médiateurs capables de relier une décision nationale à une réalité locale. Ce ne sont ni les multinationales ni les chancelleries qui dominent encore la scène, mais des relais humains chargés d'éviter que la promesse reste abstraite. Dans un pays où les périphéries ont longtemps été
était éloignée des centres de décision, cette fonction agit comme un premier test de crédibilité. Autour du volcan, les changements apparaissent vite mais de manière concrète. Des représentants administratifs et des médiateurs communautaires sont déployés pour expliquer la sécurisation du périmètre, clarifier les mesures et limiter les rumeurs. Leur présence, inhabituelle dans ces zones marginalisées, produit un effet immédiat. Les mouvements spontanés de creusage illégal ralentissent, l'excitation se transforme en attente encadrée et l'information officielle cesse d'être perçue comme un langage réservé à la capitale. Un micro-cas illustre cette bascule. Dans un village proche du site, un habitant décrit une sensation nouvelle, celle d'être inclus dès le départ dans un processus qui, auparavant, se décidait sans les riverains. Cette perception ne garantit rien, mais elle modifie le climat social. Elle réduit le sentiment d'abandon et crée un premier niveau d'adhésion, fragile mais réel. À l'échelle nationale, l'effet est similaire. L'annonce de futures publications de contrats et l'ouverture à la société civile déclenchent un regain de confiance prudent, suffisamment solide pour contenir dans l'immédiat une polarisation politique trop rapide. La souveraineté cesse alors d'être un slogan. Elle prend la forme d'un cadre protecteur, observé au quotidien. Avant Songandi, le Burkina Faso avançait dans un régime de contraintes. Budget prudent, marge limitée, décision calibrée pour durer. Après la confirmation du gisement, le pays entre dans une accélération brutale où les faits s'enchaînent plus vite que les habitudes institutionnelles. Ce passage, du temps long au temps pressé, devient lui-même un enjeu de stabilité. La première phase s'ouvre dans les cercles techniques. Lorsque les géologues présentent leurs conclusions, ils insistent sur un point. Les signaux détectés sous le volcan ne relèvent plus d'une anomalie instrumentale. La Commission nationale reçoit des données convergentes et l'hypothèse se durcit en certitude stratégique. En quelques heures, la question cesse d'être scientifique pour devenir politique. Les priorités se déplacent et déplacent. La sécurisation du périmètre est ordonnée. Toute activité informelle était suspendue. Des évaluations croisées sont exigées entre experts nationaux et équipes internationales. L'information commence à circuler de manière contrôlée, comme si le pouvoir cherchait à garder la main sur le récit autant que sur le site. Vient ensuite la montée en tension. Les premiers comptes rendus franchissent rapidement les frontières administratives. Des mémos diplomatiques affluent vers Ouagadougou. Des ambassades demandent des briefings urgents. Des analystes régionaux évoquent déjà un possible point de bascule pour l'équilibre du Sahel. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme périphérique dans les grands flux miniers mondiaux, devient soudain un dossier suivi au jour le jour. Ce changement de statut agit comme un aimant. Il attire des offres, des promesses, des conseils, mais aussi des tentatives d'influence. L'intérêt extérieur ne se contente pas d'observer. Il cherche à se positionner avant même que le cadre juridique ne soit stabilisé. Le point culminant arrive lorsque la diffusion élargie des images satellitaires atteint les institutions scientifiques et économiques. Les comparaisons avec des zones historiquement dominantes du marché mondial du diamant se multiplient. L'effet politique est immédiat. Des multinationales formulent des propositions de coopération. Certaines puissances étrangères sollicitent des entretiens privés avec des conseillers proches du pouvoir. Des groupes d'intérêt tentent d'infléchir les règles avant leur formalisation. En parallèle, l'espace médiatique se sature de récits opposés. D'un côté, une promesse d'Eldorado, de l'autre, un scénario de déstabilisation.
L'opinion nationale est exposée à cette oscillation permanente et la curiosité se transforme en exigence. C'est ici que Ibrahim Traoré impose une rupture de rythme. Plutôt que de céder à l'injonction de signer vite, il maintient un refus clair des accords précipités. Il insiste sur la souveraineté des ressources et sur la maîtrise du calendrier décisionnel. Ce choix, perçu par certains partenaires comme un frein, devient un marqueur politique à l'intérieur du pays. Il affirme que la vitesse extérieure ne dictera pas la vitesse nationale. La méthode n'est plus un détail administratif, elle devient un instrument de pouvoir. La dernière phase révèle les répliques internes. La population réclame des explications. L'opposition interroge la stratégie. Les organisations de la société civile exigent des garanties contre la corruption, les expropriations et les arrangements opaques. Le débat public se structure autour d'une question centrale. Comment transformer une richesse soudaine sans reproduire les échecs observés ailleurs? Dans les semaines qui suivent, les attentes montent, mais les inquiétudes aussi. La découverte n'a pas seulement révélé un gisement, elle a déclenché une chaîne d'événements où chaque décision amplifie la suivante. Avant Songandi, le Burkina Faso avançait avec des marges financières étroites. Après, les projections ouvrent une échelle de décision entièrement nouvelle. Cette bascule n'est pas un simple effet de communication. Elle réorganise les débats publics, les priorités politiques et la manière dont les acteurs extérieurs évaluent le pays. Trois indicateurs, issus du texte source, structurent désormais l'ensemble du raisonnement, non parce qu'ils disent l'avenir, mais parce qu'ils fixent entre les limites du possible et du risqué. Le premier chiffre est le plus spectaculaire. Près de 500 millions de carats seraient localisés sous le volcan. À cette échelle, le pays change de catégorie aux yeux du monde. Ce volume n'est pas seulement un stock, il devient un signal géopolitique. Il attire une attention qui dépasse l'industrie minière, car il modifie l'image d'un État longtemps perçu comme marginal dans les grands circuits de ressources stratégiques. Il crée une promesse d'abondance, donc une promesse de pouvoir budgétaire, mais aussi un effet d'aimant. Tout acteur qui anticipe un futur marché cherche à se positionner tôt. Le nombre agit ainsi comme un accélérateur d'appétits extérieurs, mais également comme un catalyseur de rivalité interne, précisément parce qu'il multiplie la valeur de chaque décision. La question n'est plus seulement que contient le sous-sol, mais qui contrôlera le tempo et qui définira les règles? Le deuxième chiffre concerne les finances publiques. Les recettes nationales pourraient être multipliées par 10 en 5 ans si l'exploitation atteint son plein potentiel. Une telle expansion exige des institutions capables d'absorber l'argent massivement. Cette projection fonctionne comme une promesse sociale immédiate, car elle évoque la possibilité de financer écoles, santé, infrastructures et emplois. Mais elle produit aussi une pression politique particulière. Lorsque la croissance attendue est immense, l'impatience devient un risque. La tentation d'aller vite augmente, car chaque mois d'attente semble coûter des milliards potos. Inversement, chaque concession signée trop tôt peut verrouiller le pays dans un cadre défavorable pour des décennies. Dans ce contexte, la prudence n'est plus perçue seulement comme un choix technique, elle est interprétée comme un signal de souveraineté, ou au contraire comme un frein à la redistribution. D'où la nécessité d'un calendrier lisible, de contrats publiables et de mécanismes de contrôle capables d'éviter que l'abondance ne se transforme en capture institutionnelle. Le troisième indicateur introduit la contrainte la plus lourde. Les premiers rapports évoquent un risque de 40% de biodiversité locale en moins en cas d'exploitation intensive.
La perte annoncée implique des coûts écologiques potentiellement irréversibles, rapidement. Ce chiffre change la nature morale et politique du dossier. Il rappelle que les bénéfices attendus peuvent s'accompagner d'un appauvrissement environnemental durable dans un Sahel déjà fragile. Il déplace aussi la question de la responsabilité. Une richesse nationale peut financer des services publics, mais elle peut également dégrader des terres, des eaux et des équilibres locaux dont dépendent les communautés proches du site. Le coût écologique, s'il se matérialise, ne se répartit pas uniformément. Il se concentre sur ceux qui vivent au plus près de l'exploitation, puis s'étend en impacts indirects. Pris ensemble, ces trois nombres dessinent un couloir étroit. Ils indiquent ce qui attire, ce qui promet et ce qui menace. C'est dans cet espace où l'abondance accélère les pressions que la stratégie de méthode, audit, transparence, séquençage, devient un outil de contrôle plus qu'une simple posture. Deux lectures s'opposent autour de Songandi et chacune mérite d'être présentée dans sa forme la plus solide avant toute conclusion. L'intérêt du débat ne tient pas à la victoire d'un camp, mais à la manière dont leurs arguments se heurtent aux mêmes données. Un volume potentiel massif, des recettes projetées considérables et un coût écologique possible. La première position plaide pour une exploitation rapide. Ses défenseurs considèrent que le Burkina Faso fait face à une fenêtre historique rare et qu'une hésitation prolongée peut coûter plus cher qu'une décision ferme. Dans ce raisonnement, des centaines de millions de carats représentent une occasion unique de rompre avec des décennies de contraintes budgétaires. Les projections de revenus, évoquant une multiplication par 10 en 5 ans, sont perçues comme un levier immédiat pour financer infrastructures, santé, éducation et emploi. La rapidité, selon eux, n'est pas l'ennemi de la souveraineté, elle en est une condition. Retarder l'action, c'est laisser le jeu se déplacer vers l'informel, où les influences étrangères et les intérêts internes peuvent façonner le cadre sans contrôle public, avant même que l'État ne pose ses règles. La seconde position défend une prudence assumée. Elle s'appuie sur des précédents observés sur le continent où des découvertes comparables ont alimenté corruption, instabilité ou fragmentation sociale. Dans ce registre, le problème n'est pas la richesse, mais la capacité à l'absorber sans rupture. Les institutions sont déjà fragilisées par des tensions structurelles. L'abondance agit comme un amplificateur. À cela s'ajoute un argument décisif. Si l'exploitation intensive peut réduire de 40% la biodiversité locale, alors le coût écologique n'est pas une externalité secondaire, mais une composante centrale de la décision. La prudence vise donc à éviter une trajectoire irréversible, où la vitesse produirait des dommages que les revenus ne répareraient pas. La réponse raisonnable ne consiste pas à éliminer l'un des deux camps, mais à les mettre en tension. Le texte source décrit une stratégie qui tente de capter l'énergie de l'urgence sans se livrer à ses effets pervers. Commission nationale, évaluation technique, transparence contractuelle et refus d'accords précipités. Dans cette logique, la méthode n'est pas un luxe administratif, c'est un instrument pour ralentir l'emballement et préserver la capacité de choix. Ce n'est pas la vitesse qui tranche. À ce stade, un détail discret modifie pourtant l'équilibre. Lors des premières consultations nationales, une majorité de participants exprime son soutien à un contrôle national strict du gisement, à condition que la transparence et la redistribution soient garanties. Ce signal paraît modeste, presque administratif, mais il change la dynamique politique enclenchée par Songandi. Il indique que l'opinion ne se polarise pas uniquement sur l'urgence économique ou la prudence institutionnelle, mais sur les règles qui encadreront le processus. Cette bascule renforce la cohérence de la ligne suivie par Ibrahim Traoré.
Sa posture méthodique, parfois jugée prudente à l'excès, trouve ici un appui populaire inattendu. Le débat cesse alors d'être une simple opposition entre deux tempos, il se réorganise autour d'une exigence collective: avancer, mais sans perdre le contrôle. Cette évolution réduit la marge de manœuvre des acteurs favorables à des accords rapides et donne plus de légitimité à un calendrier décisionnel étiré. Sur le terrain, notamment près du volcan, la traduction est immédiate. Les habitants constatent que leur voix pèse dans les arbitrages initiaux. Cette perception reste fragile, mais elle agit comme un facteur d'apaisement relatif. Le point médian de Songandi n'est donc pas un chiffre supplémentaire, c'est l'alignement temporaire entre autorité politique et attente populaire. Les répercussions de Songandi dépassent désormais l'annonce et se déclinent en effets concrets, différents selon les acteurs concernés. À ce stade, la découverte agit moins comme une promesse uniforme que comme un mécanisme de redistribution des rapports de force, où chaque groupe voit émerger ses propres opportunités et ses propres vulnérabilités. Pour l'État, l'enjeu est d'abord institutionnel. La perspective d'un gisement massif et de recettes potentiellement démultipliées redéfinit les priorités budgétaires et renforce le poids du pouvoir central dans les négociations. Mais cette montée en puissance expose aussi l'appareil public à des pressions inhabituelles, demandes de briefing, attentes d'annonces rapides, tentatives d'influence avant la stabilisation des règles. La gestion du calendrier, la publication des contrats et le contrôle des flux financiers deviennent des tests de crédibilité. Dans ce cadre, la ligne méthodique d'Ibrahim Traoré sert de repère politique. Elle vise à préserver la capacité de décision et à empêcher que l'afflux d'intérêts ne transforme la découverte en spirale incontrôlée. L'État gagne en visibilité, mais il joue aussi sa légitimité, car chaque retard ou chaque opacité peut alimenter suspicion et fracture. Pour les entreprises, nationales comme étrangères, Songandi ouvre un champ d'opportunités contrasté. Les acteurs locaux espèrent une intégration accrue dans les chaînes de valeur, notamment via la logistique, la construction, les services techniques et la sous-traitance. Les multinationales, elles, perçoivent le gisement comme un actif stratégique majeur et cherchent à se positionner tôt. Cette asymétrie crée une tension structurelle. Sans cadre clair, les entreprises nationales risquent d'être marginalisées par des capacités techniques et financières supérieures. Avec des règles strictes, elles peuvent au contraire bénéficier d'un effet d'entraînement inédit. Le débat sur la transparence contractuelle devient alors un levier économique. Il conditionne la place réelle des acteurs nationaux dans la distribution des bénéfices. Pour les ménages, l'impact se lit d'abord à travers les attentes quotidiennes. L'idée que des revenus miniers puissent financer écoles, centres de santé ou infrastructures nourrit un espoir tangible, surtout dans un contexte de pauvreté persistante. Mais cet espoir reste conditionnel, car la mémoire collective connaît les promesses de richesse suivies de retombées limitées. Dans les zones proches du volcan, l'inquiétude est plus directe: redistribution incertaine, risque de déplacement, dégradation des terres et des équilibres écologiques. Les bénéfices projetés paraissent nationaux, mais les coûts potentiels s'annoncent localisés, ce qui crée une sensibilité particulière autour de la justice territoriale. À l'échelle régionale enfin, Sangandi modifie la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un pays longtemps perçu comme périphérique gagne en visibilité stratégique, ce qui peut renforcer son influence diplomatique. Toutefois,
Cette exposition comporte un risque. Si la gouvernance interne vacille, la découverte peut devenir un facteur de tensions accrues, y compris au-delà des frontières. Les partenaires régionaux observent attentivement les choix opérés, conscients que leurs effets peuvent se propager. La découverte ne produit donc pas une trajectoire unique. Elle élargit l'espace des possibles, mais elle élargit aussi l'espace des chocs. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, Songgandhi ouvre 3 trajectoires plausibles. Elles partent des mêmes données. Volume annoncé, attentes budgétaires, pressions extérieures, risques écologiques, mais divergents selon la cohérence du cadre et la capacité à tenir le tempo. Ces scénarios, ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils servent à identifier les conditions qui évitent les bascules irréversibles. Dans un scénario intermédiaire, l'État engage progressivement des discussions avec un nombre limité d'entreprises minières internationales. Les investissements commencent à affluer, surtout dans des secteurs connexes: sécurisation, routes, logistique, services techniques. Les bénéfices deviennent visibles par étapes, ce qui apaise temporairement la pression sociale. La souveraineté reste partiellement préservée grâce à des contrats encadrés et à une communication régulière, mais le pays demeure exposé à des demandes diplomatiques persistantes. L'équilibre tient sans se stabiliser totalement. Chaque incident de transparence, chaque rumeur, chaque retard peut rouvrir la tension. Un scénario plus favorable suppose une discipline institutionnelle plus élevée. Le Burkina Faso conserve un contrôle strict sur l'exploitation, sélectionne ses partenaires selon des critères transparents et impose des normes environnementales contraignantes dès l'amont. Les mécanismes d'audit et la participation de la société civile limitent les dérives, tandis que l'affectation prioritaire des revenus vers santé, éducation et infrastructures renforce la cohésion sociale. Dans cette trajectoire, la méthode devient un avantage comparatif. Le pays se transforme en référence régionale de gestion maîtrisée des ressources. Le coût de ce scénario est clair. Il exige une constance administrative rare, difficile à maintenir sous pression et sous regard international. Le scénario le plus critique repose sur un repli excessif au nom de la souveraineté. L'État cherche à développer une exploitation quasi exclusivement nationale, mais les capacités techniques limitées ralentissent la mise en valeur. Les attentes sociales s'accumulent sans retombées rapides, nourrissant frustration et suspicion. Les relations diplomatiques se tendent, réduisant l'accès aux technologies et au financement. L'intention protège le principe de contrôle, mais elle fragilise la capacité d'action et laisse la conflictualité interne se structurer. Une recommandation de lecture s'impose. Penser en scénario déplace la question. Il ne s'agit pas de choisir un récit, mais de réunir les conditions minimales: transparence, séquençage, inclusion, qui empêchent l'abondance de devenir une fracture. Au-delà des institutions et des projections, Songgandhi commence à toucher des trajectoires individuelles très concrètes. 3 groupes permettent de comprendre comment une découverte nationale se transforme, ou non, en expérience vécue, et pourquoi l'adhésion sociale dépend moins de l'annonce que de la continuité entre promesses et réalité. Pour de nombreux ménages, la découverte ouvre une perspective longtemps absente: la possibilité que des revenus miniers financent durablement écoles, centres de santé et infrastructures. Dans les quartiers urbains comme sur les marchés, cette idée modifie la conversation quotidienne. L'espoir existe, mais il reste prudent. Une mémoire collective de promesses non tenues maintient une forme de réserve. L'attente est réelle, mais elle se double d'une vigilance accrue sur la redistribution.
Le bénéfice est imaginé à travers des services publics visibles, pas à travers des chiffres abstraits. Chez les jeunes, majoritaires dans la démographie nationale, Sangandi prend une signification différente. La découverte est perçue comme une ouverture possible vers des formations techniques, des emplois et des projets entrepreneuriaux liés à la chaîne de valeur. Construction, transport, maintenance, services. Cet optimisme reste mesuré car il dépend d'un point précis, l'inclusion effective des compétences locales. Sans mécanisme d'accès clair, la promesse d'emploi peut se retourner en frustration, surtout si les postes qualifiés sont captés par des acteurs extérieurs. Les communautés vivant à proximité du volcan occupent une position singulière. Elles se trouvent à la fois au cœur de la promesse et au cœur de la vulnérabilité. Les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et aux déplacements potentiels y sont plus vives. Mais la consultation précoce et la présence administrative renforcent un sentiment rare, celui d'être considérées comme des actrices du processus. Cette reconnaissance demeure fragile, mais elle agit comme un stabilisateur social, tant que le dialogue reste crédible. À travers ces trois angles, une constante se dégage. La réussite de Songandi dépendra moins de la richesse annoncée que du lien maintenu entre stratégie nationale et vécu quotidien. Transformer Songandi en levier durable plutôt qu'en source de tension suppose une séquence d'actions lisibles, ordonnée dans le temps et mesurable. Le texte source permet d'identifier une architecture en 5 étapes où chaque décision réduit une incertitude précise et limite les dérives associées aux ressources soudaines. L'enjeu n'est pas d'accélérer ou de freiner, mais de séquencer. Première étape, consolider la Commission nationale. L'État la renforce avec des institutions publiques, des experts indépendants et des représentants locaux, en lui donnant un mandat explicite de validation technique et sociale. Le calendrier initial consiste à vérifier l'ensemble des études géologiques, économiques et environnementales avant toute négociation formelle. La mesure de progrès est simple: publication régulière de rapports accessibles, compréhensibles et discutables. Deuxième étape: verrouiller le cadre environnemental. Avant tout chantier, les autorités compétentes définissent des normes contraignantes sur les sols, l'eau et la biodiversité avec un appui scientifique. Le contrôle s'effectue par audits indépendants et par un principe de seuil. Si les protocoles ne sont pas respectés, le projet est suspendu. Troisième étape: sélectionner des partenaires limités. La Commission et l'État identifient un petit nombre d'entreprises capables d'apporter expertise et capacité technique après stabilisation juridique. Les contrats sont rendus publics avec des clauses de souveraineté explicites. La mesure est l'audit périodique de conformité contractuelle. Quatrième étape: organiser la répartition des revenus. Les autorités définissent avec la société civile une affectation prioritaire vers l'éducation, la santé, les infrastructures et les programmes locaux. Le suivi budgétaire public sert d'indicateur d'impact. Cinquième étape: maintenir le dialogue. Des consultations régulières, locales et nationales, anticipent les tensions et ajustent les décisions. Dans cette séquence, la constance méthodique d'Ibrahim Traoré agit comme fil conducteur: transformer une promesse souterraine en bénéfice collectif mesurable, sans rompre l'équilibre social. Dans les premiers jours suivant l'annonce, un habitant des environs de Songandi parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le pays retenait son souffle.
Ce motif traverse encore toute la séquence, mais il a changé de sens. Il ne s'agit plus seulement d'attendre une décision technique. Il s'agit de mesurer ce que cette attente révèle sur la trajectoire collective. Au cœur de cette tension prolongée, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure de continuité plutôt que de rupture spectaculaire. Sa posture, marquée par la retenue et la méthode, contraste avec l'emballement des projections et des pressions extérieures. Elle traduit un choix implicite, accepter le coût politique de la lenteur pour préserver la cohésion et le contrôle. Dans un environnement saturé de promesses contradictoires, cette constance devient un rebond, non parce qu'elle garantit le succès, mais parce qu'elle maintient une possibilité de décision souveraine. Dans les villages proches du volcan comme dans les centres urbains, une même interrogation circule. Si cette richesse existe réellement, à qui doit-elle profiter en priorité? La question paraît simple, mais elle relie tout. Attentes sociales, inquiétudes locales, exigences institutionnelles. Elle rappelle que la valeur de Sangandi ne se mesure pas seulement en carats, ni même en recettes, mais en capacité à rester maître du tempo et des règles. La richesse de Sangandi dépendra de l'unité plus que des pierres. La découverte de Sangandi n'écrit pas seule l'avenir du Burkina Faso. Elle ouvre un espace de responsabilité partagée où institutions, sociétés civiles et citoyens ordinaires influencent la trajectoire collective. La richesse annoncée peut devenir un moteur de stabilité ou un facteur de tension, selon la vigilance exercée à chaque étape. Transparence, contrôle du calendrier et protection des équilibres sociaux et environnementaux. Cette vigilance ne suppose pas des gestes spectaculaires. Elle commence par l'information, par la participation aux consultations publiques et par l'exigence de contrats publiables et compréhensibles. Elle se prolonge dans le soutien au cadre de gouvernance qui privilégie le long terme plutôt que le gain immédiat. Dans ce contexte, la cohérence affichée par Ibrahim Traoré ne peut produire d'effet durable que si elle s'inscrit dans